Ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est voir dans quelles circonstances on peut utiliser le stochastique de façon régulière. L'objectif étant, sur le futur DAX, d'arriver à faire 100 € par trade en moyenne. C'est possible, on va voir exactement comment faire. Donc on verra l'utilisation classique de l'indicateur et plusieurs emplois un peu différents pour arriver, si possible, à faire des systèmes complets, des systèmes automatiques ici en l'occurrence, donc qui pourront nous servir également en trading discrétionnaire. Dans un premier temps, on va voir ce qu'est l'indicateur stochastique. Vous l'avez ici, l'indicateur stochastique. Vous voyez qu'il varie entre 0 et 100 et on va voir pourquoi et comment. Donc l'indicateur, en résumé, ce n'est pas compliqué. Comment fonctionne le calcul du stochastique? On calcule la position des cours par rapport au plus haut et plus bas de X périodes. Ici, par exemple, vous avez 14 périodes, 14 bougies. Le plus haut est ici, le plus bas est là, et la position actuelle des cours est là. Donc, en l'occurrence, on est très proche des 50. Si on tient entre 0, le plus bas, et 100, le plus haut, ici, on est à 50. Quand on fait la moyenne, souvent une moyenne mobile 3 en principe, exponentielle, donc quand on fait la moyenne de cette position pour les 3 dernières bougies, eh bien on a le stochastique rapide. Voilà, c'est pas très compliqué. Et quand on fait la moyenne du stochastique rapide, on a ce qu'on appelle le stochastique lent. Présenté comme ça, je pense que c'est assez facile à ingurgiter, plus facile que si je vous montre les façons habituelles de montrer le calcul de l'indicateur. Je vous laisse un petit peu à l'écran si vous voulez le revoir à la vidéo. Alors, ce qu'il faut retenir essentiellement ici, c'est que le stochastique rapide donne des signaux rapidement. Maintenant, il peut donner un petit peu trop de signaux. Par contre, le stochastique lent donne des signaux moins rapidement et il donnera un peu moins de ce qu'on appelle les faux signaux. Ceci dit, le principal problème du stochastique lent, c'est qu'il est lent. Donc, souvent, le signal vient un petit peu trop tard. On a plutôt intérêt à utiliser le stochastique rapide. Donc les utilisations du stochastique, on a l'utilisation classique qui consiste à dire en dessous de 20, pas 30 mais 20, l'indicateur indique que le marché est survendu. Donc on va chercher un point d'entrée dans cette zone ou au sortir de cette zone. Et au-dessus de 80, ici au-dessus de 70, on va chercher un signal de vente quand le stochastique descend en dessous de 70. Ça, c'est la façon classique. On peut aussi utiliser la position par rapport à un niveau, mais ça, ce sera surtout utile en trading discrétionnaire sur lequel je reviendrai à un autre moment. Et puis, il y a l'utilisation des divergences qu'on verra en dernier et vous verrez que ça réserve quelques surprises intéressantes. Donc, l'utilisation traditionnelle, c'est résumé sur ce schéma qui est ici. Donc, on achète quand le stochastique sort de la zone de survente, ici, et on attend qu'il rentre dans la zone de surachat et on revend au niveau de la sortie de la zone de surachat ici. Alors sur l'IndoTrader, ça se traduit par ces chiffres ici. Donc c'est assez facile à programmer, on peut changer comme on veut. Vous voyez, ici, 3, quitter la zone supérieure, c'est la vente, point 3, et quitter la zone inférieure, c'est l'achat, point 7. Donc voilà comment ça se présente en pratique. Vous voyez ici le stochastique, ici on a 14,3 sur lequel on va travailler en priorité. Donc la stochastique passe en dessous de la ligne des 20, puis ressort. C'est à ce moment-là qu'on a le signal d'achat. Ensuite, la stochastique remonte, elle se maintient dans la zone de survente et quand elle sort de la zone de survente ici, surachat pardon, ici, eh bien on a le signal de vente qui nous permet de sortir de position. Ça, c'est un trade parfait, c'est un trade de démonstration. Ça se passe pas toujours comme ça, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, on va examiner sur différentes unités de temps pour voir comment se comporte ce type d'achat et de vente en backtest. Donc ici, on est sur le 5 minutes et on fait un petit backtest pour voir ce qui se passe quand on achète à la sortie de la zone basse et quand on revend à la sortie de la zone haute. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Ça, c'est les cours, bien sûr, les cours du DAX, sur les 3-4 dernières années. Et ça, c'est ce que donne ce système au niveau gain. Vous voyez, on part de 0 en gain. Donc, on commence par gagner de l'argent au fur et à mesure que les signaux se précisent. Ici, c'est relativement plat. On n'en gagne pas, on n'en perd pas. Là, on en perd beaucoup. Et puis, finalement, même si on en gagne un peu, on en repère derrière. Globalement, c'est infaisable de dire qu'il est rentable d'utiliser sur le 5 minutes le système qu'on a vu, avec le stochastique 14,3, toujours.
Donc, je vais faire la revue de toutes les unités de temps ou de beaucoup d'unités de temps. Là, on voit sur les 10 minutes, hein, ce qu'on cherche à voir, c'est comment se comportent les gains au fur et à mesure du temps. Et vous voyez que c'est totalement haché et finalement à l'horizontale, en 10 minutes, on peut rien en tirer non plus. On ne peut pas envisager de faire un système automatique, par exemple, à partir du 10 minutes. C'est trop haché. Le 15 minutes, ça commence à être un petit peu mieux sur une bonne partie ici, mais globalement, on voit que partout ici, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Enfin, on n'arrive pas à avoir quelque chose de régulièrement gagnant. Le 30 minutes, j'aurais pensé personnellement qu'on arriverait à en tirer quelque chose, mais franchement, avec une courbe comme ça, une courbe de gain comme ça, on ne peut pas arriver à affiner derrière la façon de trader pour en tirer quelque chose de rentable. Donc ça, c'est pas évident. On est le 60 minutes en 20-80 et on voit que sur le 60 minutes aussi, on a des difficultés. Ça, apparemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra peut-être faire. Alors j'ai quand même l'idée, vous voyez, on était en la zone 20-80, j'ai eu quand même l'idée de changer un petit peu pour voir et de mettre la zone 30-70. C'est-à-dire que la partie basse, la zone basse s'arrête à 30 et la zone haute, enfin de 70 à 100. Et là, on obtient une courbe de gain qui n'a pas du tout la même allure. Ici, on a du mal effectivement à gagner, mais on voit qu'on gagne de l'argent là, on en gagne là, et là, on est à plat. Mais globalement, on arrive à avoir des gains avec le 60 minutes en utilisant les zones 30 et 70. Donc, il faudra peut-être voir un petit peu ça. Et je regarde en jour, toujours avec la zone 30-70, parce que la 20-80 ne donne rien. Et on voit qu'en jour, la zone 30-70 aussi, globalement, nous permet de gagner de l'argent. Maintenant, avec des hauts, des bas qui sont quand même très marqués, et donc des périodes, ce qu'on appelle le drawdown, c'est-à-dire les périodes où on perd de l'argent, qui sont quasi insupportables là. Donc pour les signaux classiques, le journalier et le 60 minutes, ça vaut le coup de creuser. Éventuellement, on va le travailler. Et par contre, les unités de temps plus petites ne donnent pas de gains importants par trade. D'une part, parce que le stochastique n'est pas adapté, tout au moins cette technique d'utilisation du stochastique n'est pas adaptée aux petites unités de temps. Et d'autre part, les frais et le spread, parce que là, je compte dans tout ce que vous avez vu, j'ai compté les frais. Hein. Donc, ils sont trop importants par rapport aux gains espérés. Si on a des frais de 10 € et puis quand notre gain éventuel est de 12, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc on gardera les stochastiques sur les unités de temps courtes uniquement pour une utilisation discrétionnaire où là ils apportent quelque chose effectivement, mais pas forcément des signaux d'achat ou des signaux de vente. Il y a une autre utilisation possible pour les stochastiques, c'est l'utilisation agressive à l'entrée. Alors vous vous souvenez, on achetait quand on sortait ici de la zone basse. Eh bien, ici, on peut être plus agressif, un petit peu comme on l'avait fait sur le RSI, où ça avait donné de très bons résultats, en achetant à l'entrée de la zone basse et non plus à la sortie de la zone basse. Donc voilà, en gros, ce que ça donne. Vous voyez, la stochastique arrive, la zone basse est franchie, signal, on achète. Ensuite, par contre, on laisse courir exactement comme précédemment. On arrive en zone haute et quand on sort de la zone haute, on sort du trade. L'avantage de ce type d'utilisation un peu plus agressive, c'est que on a plus de chances de tomber pile poil sur un bas quasiment, ou très proche d'un bas. Maintenant, il faut voir ce que ça donne à l'usage, non plus sur un trade comme ça, mais sur plusieurs d'affilée en examinant les courbes de gain. Voilà sur le journalier, toujours la zone 30-70, quand on est agressif à l'entrée, hein, avec la stochastique 14,3. Donc sur cette période, c'est-à-dire de 2015 à 2023, qui commence à être relativement correcte, nous avons une courbe de gain qui globalement nous permet de gagner finalement. De gagner de façon relativement importante avec un trade moyen ici, c'est ce qu'on cherche, on cherchait un trade moyen supérieur ou égal à 100 € par trade, et ici le gain moyen est de 600 € par trade, donc c'est quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que nous avons des périodes perdantes qui sont assez énormes, donc ce serait très difficile à travailler. Ici, vous voyez, on passe de plus de 40 000 à 15 000, ça veut dire qu'on vient de perdre 25 000 € en espace de quelques temps. Donc ça, c'est très difficile quand même d'arriver à trader dans ces conditions. Il est possible éventuellement de le faire disparaître, ce sera à travailler, mais c'est pas l'idéal, je dirais. Et si je sépare les longs et les shorts,
parce que quelquefois il est plus intéressant de travailler sur les longs, même souvent il est plus intéressant de travailler sur les achats uniquement et non pas les ventes, parce que les indicateurs ont été construits à l'origine, des indicateurs anciens comme ça, pour l'achat essentiellement et pas pour la vente, hein, pour l'achat et la revente. Donc on voit que pour l'achat, effectivement, on a une courbe qui ressemble un petit peu à celle qu'on avait précédemment pour les achats et les ventes combinées. Et pour les ventes, bon, c'est un petit peu plus erratique, il y a plus de zones horizontales, bien que sur la dernière partie, on arrive à gagner un petit peu d'argent. Donc pas moyen, en séparant les longs et les shorts, d'avoir vraiment un gros avantage. L'espoir, c'était que pour les longs, ça se passe très bien, et que pour les shorts, ça se passe très mal. Dans ce cas, il aurait été très intéressant de travailler sur les longs. Ici, donc, les résultats sont moins stables. Il vaut mieux garder à la fois long et court si on veut travailler sur le journalier. Alors, j'irai pas plus loin sur le journalier parce que je n'ai pas trouvé de filtre efficace. Enfin, plus exactement, j'ai trouvé des filtres, mais les filtres qui diminuaient tellement le nombre de trades que ça n'avait plus aucune signification. Il restait 30-40 trades. Un système qui repose sur un historique de 30-40 trades, c'est très difficile de penser qu'il sera stable. Donc après quelques tests, finalement, je me suis aperçu qu'en ce qui concerne 60 minutes, en se concentrant du côté des achats, et uniquement des achats, il était plus intéressant d'utiliser la méthode traditionnelle, c'est-à-dire l'achat quand on sortait de la zone basse et la vente quand on sortait de la zone haute. Mais avec une grosse différence, c'est-à-dire que pour que les achats, quand on est en période fortement baissière comme ici, vous voyez, le stochastique va passer la zone des 30 assez régulièrement. Donc, il va sortir, il va donner un certain nombre de signaux d'achat qui sont, pour la plupart, ici, perdants sur toute la longueur. Donc, en montant la limite qui est ici à 30 ou 20, en la montant à 50, ou aux alentours de 50, on va éviter tous ces signaux qui ont lieu pendant les périodes de vente. Voyez, donc on passe la limite basse de 20 à 50, on garde la limite haute à 80 pour l'instant. Et là, ça nous permet de ne plus avoir de signaux d'achat sur les tendances particulièrement baissières. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez aussi. C'est comment ça marche avec le placement des limites. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais et on reprendra ensuite. Donc, plus en fait on monte la limite inférieure, moins on a d'entrées perdantes. C'est ce qu'on a vu. Là, si je suis à 45, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Et pas mal d'entrées qui sont très mal placées et perdantes derrière directement. Par contre, si la limite inférieure, je la passe juste au-dessus, ici je l'ai massé à 53, les mauvais signaux ont disparu et nous avons encore seulement 2 signaux d'achat qui sont tous les deux très bien placés parce qu'ils interviennent dans une zone où l'indice, ici en l'occurrence le DAX, commence à monter, commence un mouvement haussier plus profond. Quant à la limite supérieure, il faut savoir que plus on la monte, mieux on prendra les montées rapides. Voyez, ici, par exemple, normalement, on l'avait mise à 80, la limite de la zone supérieure. Mais si on la monte à 95, 96, eh bien, on a une sortie qui sera différente. Ici, on a le signal d'achat, on casse la limite inférieure, on a le signal d'achat, et là, on rentre ici au-dessus de 95, et on redescend. Donc, ça veut dire signal de vente. Et voilà notre trade entre l'achat et la vente. Par contre, si on avait attendu que le stochastique descende en dessous de 80, on serait sorti là. Donc, on serait sorti à un niveau beaucoup moins intéressant. Alors, vous allez me dire, beaucoup moins intéressant, non, c'est quand même relativement proche si on veut, parce que entre les deux, il y a plus de 100 points. C'est-à-dire, en termes d'argent, il y a 500 €. Donc, sur un trade, ça commence à compter. Si on peut avoir ça sur plusieurs trades, une meilleure sortie, ma foi, il faudra prendre, il faudra le faire. Donc, la limite supérieure, plus on la descend, plus par contre, on va rester dans les mouvements importants. Voyez, ici, si on la laisse à 95, on a un signal d'achat, là, et on a un signal de vente qui est ici. On rentre au-dessus des 95, on ressort, signal de vente. Donc, on achète à ce niveau, on revend à ce niveau. Ici, la limite est haute. 95, c'est haut. Maintenant, si je la descends à 80, 82, eh bien, on a toujours notre signal d'achat, ici,
Là, c'est l'endroit où on serait sorti si on avait laissé la limite haute à 95. Et là, c'est l'endroit où l'on sort en mettant à 82. Pourquoi? Là, est-ce plus intéressant? Parce que c'est une tendance qui dure, une grosse tendance, hein. Donc, c'est très intéressant, par contre, de rebaisser légèrement la limite haute si jamais on veut prendre les grosses tendances. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment fonctionnent les variations des limites et à quoi ça rime de faire varier les limites. Donc, on en était là. On était au niveau du déclencheur achat et on montait la limite basse de 20 à 50. Alors, quels sont les résultats? Alors, le trade moyen, vous allez voir, est assez correct. Ici, vous avez les éléments descriptifs de ce qui se passe. Donc, le trade moyen que je vous ai indiqué avec la flèche, il est de 62 euros. 62 euros, ça commence à être correct. Les gains, par contre, manquent un peu de régularité. Vous voyez, il y a des périodes où il se passe rien, des périodes où on monte, des périodes où on monte régulièrement, des périodes où c'est plus difficile. Globalement, on est quand même orienté à la hausse sur cette courbe de gains, mais il y a des variations qui sont quand même assez importantes et qui sont difficiles à gérer quand on trade. Ça, c'était sur la période 2020-2023. Donc ça avait l'air très bien. Vous voyez, c'est cette période-là. Maintenant, si j'élargis un petit peu, j'ai été voir ce qui se passait sur la période 2015-2020. Eh bien, sur la période 2015-2020, ici, ça avait l'air de se passer très bien, mais là, ça se passe pas très bien du tout. On ne gagne pas d'argent, et même quand on arrive au moment de la crise Covid, où le marché a chuté de façon drastique, on voit que notre courbe de gain, elle chute pareil. Évidemment, on est à l'achat, et on prend tous les signaux, et là, on a pris quelques très mauvais signaux, enfin, très mauvais, quelques signaux qui donnent des résultats très mauvais, plus exactement. Donc, ce qu'il faudrait essayer, c'est de chercher à sortir plus haut des positions gagnantes. Donc, on va essayer de placer à 95 la limite de la zone haute. Ici, vous voyez, quand on achète à ce niveau-là, on passe les 50, on achète. Si on attend les 95 et qu'on sort directement à la sortie des 95, on va sortir là. Si on attend de passer les 80, comme c'était précédemment, eh bien, on serait sorti là. Donc, il y a quand même une grosse différence ici encore. Là, vous avez une différence de plus de 200 points. Alors, qu'est-ce que ça donne globalement, cette méthode? Ça donne quelque chose d'assez intéressant. Toujours l'orientation, toujours des problèmes, effectivement, avec la crise Covid. Donc là, une petite période difficile, mais globalement, vous voyez, ici, on monte. Là, on a notre période difficile. Là, on monte régulièrement. Là, on a le Covid qu'on rattrape très vite, puisque ça monte très vite, hein, après être descendu. Donc, c'est normal qu'au niveau gain, on rattrape très vite. Et puis, on continue à peu près régulièrement avec des zones plus ou moins rapides, mais on est vraiment orienté maintenant côté hausse de nos gains au fur et à mesure que les trades défilent. Alors, cette solution extrême, qui est extrême parce qu'on est allé jusqu'à 95 hein, pour la zone haute, elle est valable parce qu'elle nous augmente les gains sur le pré-Covid. Vous voyez, ce que je vous disais, on gagne à peu près régulièrement la période difficile et derrière, on gagne régulièrement également. Donc, sur la période Covid, pré-Covid, c'est assez intéressant. Et au passage, notez que le trade moyen est de 135 euros. Donc, on est au-dessus de notre objectif de 100 euros. Sur la période post-Covid, c'est-à-dire sans tenir compte du Covid, juste après le Covid, effectivement, notre courbe de gain est tout à fait correcte encore, avec une petite stagnation sur la fin, qui n'est pas dramatique, on a une petite stagnation ici aussi. Donc, ici, vous voyez, le trade moyen est à 195 euros. On est encore largement au-dessus de notre objectif de 100 euros en moyenne par trade. En fait, seule la période Covid pose maintenant problème. Alors, il faut trouver comment éliminer les fortes baisses de type Covid. On peut filtrer, donc on peut filtrer les signaux, il y en a suffisamment pour que ce soit intéressant. Ici, j'utilise le Mogilev Trend Filter sur la zone 50-90 pour essayer d'améliorer les sorties de trade. J'ai fait plusieurs essais. Ici, en l'occurrence, c'est celle qui me semblait la plus intéressante. Donc, en utilisant le Mogilev Trend Filter, on arrive à éviter la brusque descente de Covid. Maintenant, c'est très satisfaisant sur la dernière période, c'est-à-dire depuis début 2022. Mais par contre, ce n'est pas très intéressant sur la période précédente. C'est assez haché, on a des zones qui hésitent beaucoup. Effectivement, on a un trade moyen qui lui est à 167 euros, donc très correct. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre, notre espoir de gain est en moyenne de 167 euros. Alors bien sûr, on peut en perdre 500, et puis on peut en gagner 1000, mais en moyenne, on va gagner 167 euros, ce qui est pas mal.
il y a un webinaire, oui, sur le Mogalef Trend Filter qui est disponible si vous voulez voir comment il fonctionne exactement. Mais bon, c'est en général le premier filtre que j'essaye. Je dirais il est correct, mais pas extrêmement satisfaisant encore. Donc après Covid, ça marche très bien, le MTF. Mais quand on voit avant, on a une période où ça marche bien. On a notre fameuse période difficile ici. Là, on repart à la hausse, mais le Covid, on se le prend en plein dans la figure. Donc le Mogalef Trend Filter ne suffit pas pour éviter de prendre position lors des fortes baisses de type Covid. Il faut envisager cette fois un filtre de volatilité. Qu'est-ce qu'un filtre de volatilité? C'est un filtre donc qui va porter ici sur l'indicateur ATR. L'ATR, c'est l'Average True Range. Donc plus il est haut, plus la volatilité est importante. Plus il est bas, plus la volatilité est faible. Il faut savoir que lors des périodes haussières, la volatilité reste en général faible. Elle n'augmente fortement que lors des périodes baissières, que lors des mouvements baissiers, où là, vous avez une volatilité qui en général explose. Donc ici, l'idée, c'est de prendre effectivement tous les signaux si l'ATR est inférieur à 1500, mais par contre, au-dessus de 1500, lors des périodes de baisse, et en particulier la période Covid qui est là, si l'ATR est au-dessus de 2500, on ne prend pas les signaux. Alors qu'est-ce que ça donne? Oups, on est limite, mais on est bon. C'est-à-dire que notre trade moyen est de 100,74 €. C'est pas extraordinaire, mais c'est à peu près ce qu'on s'était fixé. On regarde la courbe de gain. On a une bonne période ici. Ici, une période toujours difficile. On a une année difficile qui n'est pas dramatique en elle-même, mais qui est difficile. Et derrière, bon, ça va, ça remonte régulièrement. Petite faiblesse, ça remonte encore régulièrement jusqu'à nos jours. Avec des petites variations, bien sûr, mais rien d'extraordinaire a priori. On peut éventuellement combiner les deux. C'est utiliser à la fois le Mogalef Trend Filter et le filtre de volatilité basé sur la STR. Auquel cas, on a une courbe qui est encore un petit peu plus régulière, vous voyez, où les creux sont moins importants parce que les filtres se relaient l'un l'autre et on arrive à être, malgré cette période toujours qui nous embête, qui est à plat, on arrive toujours à un trade, cette fois, un trade moyen qui est de 138 €. Donc là, on pourrait se dire, effectivement, on a plus de gains, on a plus de régularité, on a un gain moyen qui est supérieur à ce qu'on avait avant, et on a un gain moyen sur perte moyenne, ici, gain moyen sur perte moyenne de 0,62, qui est faible, mais plus important que ce qu'on avait avant. Ça veut dire que la moyenne de ce qu'on gagne quand on gagne sur les trades gagnants est un peu plus petite que la moyenne de ce qu'on perd lors des trades perdants. C'est embêtant que ce soit en dessous de 1, mais comme on a un pourcentage de réussite de 71, presque 72%, on arrive à gagner de l'argent avec ce pourcentage de réussite important. Et de façon correcte, 138 € par trade. Mais on a juste un petit souci, c'est ça, perte cumulée maximum. C'est-à-dire combien part-on en maximum entre un plus haut et un plus bas, ici un plus haut, ici un plus bas, eh bien on perd jusqu'à 11 292 €. C'est quand même beaucoup. C'est difficile à supporter. Pour se permettre d'avoir des pertes comme ça, des périodes de pertes qui atteignent ce montant, il faut un capital important. C'est pas en partant avec 10 000 € qu'on va réussir à utiliser ce type de système. Donc voilà, on a un souci ici. On garde cependant ce système avec le stochastique 14.3, mais on ne peut pas vraiment l'utiliser seul. Il va falloir qu'on trouve autre chose, quelque chose d'un petit peu plus stable, qui puisse être travaillé par n'importe qui pratiquement avec un capital de 10-20 000 €. Alors, je vous parle un petit peu de la tendance. Il existe des stochastiques qui sont très directionnels, en particulier le stochastique 45-14 que j'utilise dans mon indicateur stochastique pondéré moyen terme, STPMT. C'est un stochastique très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il accompagne extrêmement bien les cours sans trop donner d'à-coups. Vous voyez ici, par exemple, on est quasi exactement sur le haut. Là, au niveau du bas, on est sur le bas du marché. Là, au niveau du haut, on est exactement sur le haut. Au niveau du bas, on est légèrement décalé, mais on est ici. C'est-à-dire que le retournement haussier du stochastique se fait à ce niveau-là, etc. Vous voyez, le haut ici, il est exactement à ce niveau-là. Le bas, ici, il est à ce niveau-là. Le bas qui est ici, il est exactement sur le bas de marché, etc. Donc très souvent, rien qu'en regardant cet indicateur, on sait où est la tendance court terme. Quelque chose de quand même assez intéressant. Ici, nous sommes sur l'horaire, donc c'est une unité de temps sur laquelle on peut travailler.
Et on va utiliser cette fois, au lieu d'utiliser la stochastique 14,3, on va utiliser la stochastique 45,14, c'est-à-dire qu'on regarde les 45 dernières périodes et la moyenne, elle est faite sur les 14 dernières périodes. Donc 45 et 14 pour la moyenne. Qu'est-ce que ça donne? Ah, on voit que globalement, ça veut bien monter, ok, mais il y a de telles variations qu'a priori, c'est injouable. Alors, est-ce qu'on doit essayer de faire mieux ou pas? On regarde un petit peu, on voit quand même un trade moyen malgré toutes ces variations qui est de 152 avec un bon profit. Donc, ça vaut quand même le coup d'essayer de voir si on peut pas mieux faire. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'adjoindre à cette méthode? Eh bien, pour les baisses, les grandes baisses comme ici, ou les situations molles où il se passe rien, effectivement, il y a un signal d'achat ici, le signal de vente, il se retrouve ici. Donc, c'est vraiment une grosse perte qui nous attend. Tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle un time stop, c'est-à-dire que l'achat se situe effectivement ici, mais s'il n'y a pas eu de signaux de vente avant un certain nombre de bougies, un nombre déterminé, alors on revend quoi qu'il arrive, même si on est perdant ou même si on est légèrement gagnant seulement. Donc, ça nous évite d'avoir toute cette partie de drawdown, de perte. Et là, par contre, vous voyez, derrière, on est libre cette fois pour prendre ce signal d'achat et le signal de sortie ici qui est là. Il ne donne rien, mais on a le signal d'achat suivant quand même. Au passage, on monte légèrement les limites. Vous voyez, j'ai adopté 53 à 82. C'est pour ce que je vous avais montré au départ. Légèrement au-dessus de 50, c'est toujours pas mal. Et 82, légèrement au-dessus de 80. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a fait ça? C'est une fois qu'on a intégré le time stop. Par rapport à ce qu'on avait avant, ici, vous voyez, c'est un time stop à 60 périodes, un time stop quand même qui laisse la place, si jamais on a des grands mouvements haussiers, qu'on puisse les prendre. Donc voilà la tête de la courbe de gain. Maintenant, elle est un petit peu plus orientée. On a un petit souci sur la fin, là, quand même. Et si on regarde, on a un trade moyen qui est à 142. Donc, on a gardé un trade moyen. On a même augmenté notre trade moyen, ou à peu près équivalent. Et la perte cumulée maximum, elle est de 9500. Toujours injouable. Toujours difficile de tenir avec une perte maximum de 9500 € quand même. Donc, il va falloir trouver autre chose. La première chose, on regarde les heures. Est-ce qu'il y a des heures qu'il faudrait éviter? Donc, on regarde ce qui se passe quand les signaux arrivent la nuit. On s'aperçoit que les signaux qui arrivent la nuit ne sont pas rentables. Donc, on va éliminer les signaux qui arrivent la nuit. On regarde les signaux qui arrivent dans la journée, et dans la journée, il y a le midi européen, c'est-à-dire la période 12h, 13h. Donc, vous voyez, ça apparaît ici en mauve. Donc, on évite toute cette période avant 9h. On commence à prendre les signaux que à 9h et on évite les signaux qui arrivent à 12h ou à 13h. C'est tout. Donc, vous voyez ici, la stochastique, par exemple, passait ici les 53. Donc, on aurait dû avoir un signal d'achat là, qui forcément aurait été mauvais ici en l'occurrence, enfin qui aurait donné de mauvais résultats, mais celui-là maintenant on ne le prend plus. Maintenant, il est intéressant peut-être aussi de limiter l'impact des brusques retournements. Alors comment on arrive à cette idée? On arrive à cette idée en regardant les trades qui sont générés et en essayant de dégager une amélioration possible en regardant la façon dont ça évolue. Vous voyez ici par exemple, l'entrée, je vous ai pas mis stochastique, mais l'entrée ici se fait à ce niveau. Vous voyez qu'on gagne beaucoup, mais que le marché se retourne très vite et finalement on sort uniquement à ce niveau-là. Ce qui est dommage parce qu'on a perdu la moitié, peut-être même plus de la moitié des gains. On était très gagnant ici et puis on a perdu tout ça. Donc ça c'est dommage. Donc l'idée c'est d'ajouter un stop suiveur mais qui ne colle pas au cours, qui reste suffisamment loin pour monter progressivement à l'abri des petits soubresauts de marché, mais qui soit suffisamment proche pour qu'on puisse sortir avant ce niveau où on a perdu 50%. Donc là, j'ai utilisé un stop, vous pouvez en mettre un autre, mais j'ai utilisé le stop intelligent de Mogalef. Vous voyez, c'est un stop qui se met en fait relativement proche au départ, ici en l'occurrence, mais qui reste à distance ensuite quand le trade se passe bien. Et puis, ça nous fait sortir finalement ici. Alors ici, c'est quand même mieux que là. Alors, vous me direz encore, il n'y a pas une énorme différence. Si, il y a quand même 150 points. 150 points, ça fait beaucoup d'argent. Vous multipliez par 5.
Donc ça nous permet de grappiller un petit peu sur les trades qui se passent relativement bien au départ et puis qui tournent à la catastrophe derrière. Voilà ce que donne maintenant la courbe de gain avec ces améliorations. On voit que on reste maintenant dans un canal haussier au niveau des gains. C'est plus ça va, plus on gagne, mais on a toujours cette agitation qui nous gêne avec des pics très bons gains, puis des périodes de perte, ensuite bons gains, période de perte, etc. Donc c'est vraiment pas assez régulier tel quel pour qu'on puisse s'en contenter. Alors on regarde un petit peu les chiffres à ce niveau-là. On voit que notre trade moyen n'atteint pas les 100, donc on n'est pas à notre objectif. Notre pourcentage de réussite n'est pas énorme, 42%. On a une somme des pertes ici de 72 000 et une somme des gains de 94 000. Donc il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Et ça, c'est assez ennuyeux, ça veut dire que le système n'est pas encore au point. Il devrait y avoir une forte différence entre la somme des gains et la somme des pertes. Une forte différence par rapport à leur niveau, bien sûr, par rapport à 94 000. Et puis, on a par contre une perte cumulée maximum qui a baissé, mais qui reste toujours de 4 500 €. Mais par contre, vous voyez que ça a fortement baissé par rapport à ce qu'on avait antérieurement. Souvenez-vous, avec le système précédent, on avait 11 000 €, si je me souviens bien. Donc là, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Ou bien on abandonne, ou bien on essaye d'augmenter les gains, mais les gains, on a déjà essayé de les augmenter, ou bien on essaye de diminuer les pertes. On ne va pas abandonner, on va essayer de continuer. Alors, pour diminuer les pertes, qu'est-ce qu'on peut? On peut mettre des filtres. Mais le problème des filtres, c'est que le nombre, on est sur du 60 minutes, il n'y a pas des trades tous les jours, hein. Donc le nombre de trades diminuerait trop. Et la méthode globalement ne deviendrait ni rentable, parce qu'il n'y aurait pas assez de trades, ni sûre, parce qu'il y aurait trop peu de trades pour être sûr que la méthode est régulièrement gagnante. On peut aussi mettre un stop loss proche, de manière à éviter quasiment toute grosse perte, et même éviter toute grosse perte. Mais dans ce cas, ça aura un inconvénient, c'est que si on met un stop loss proche, eh bien avec l'agitation en fait du marché, on va sortir plus souvent et notre pourcentage de réussite va chuter de 47%, on va peut-être aller à 20% ou 25%. Par contre, en sortant assez rapidement, comme ça, on va augmenter le nombre de trades. Et donc, si on arrive à maintenir un profit moyen par trade important, on aura un meilleur profit. Donc, ça peut être une piste intéressante. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en réalité. Alors, la nano permet ça, d'avoir ce genre de schéma, vous voyez, c'est-à-dire d'avoir en fonction de la distance au stop, ça c'est la distance au stop en nombre de points, tout simplement, hein. Vous voyez, 14 points, 18 points, 22 points, etc. Et là, c'est le montant du trade moyen, c'est-à-dire combien gagne-t-on en moyenne par trade. Ici, on gagne 40 €, vous voyez, ici, on gagne 60, ici, on gagne 80, et là, on arrive dans une zone aux alentours de 30 périodes, et là, c'est aux alentours de 40 périodes. On a deux zones qui sont particulièrement intéressantes. Donc, on peut ou bien mettre un stop à 30 points, ou bien mettre un stop à 40 points pour avoir un trade moyen supérieur à 100, pour gagner plus de 100 € lors de chaque trade en moyenne. Par contre, si on met le stop à 30 points, étant donné que le trade durera moins longtemps, eh bien, on aura plus de trades qu'avec un stop à 40 points. Donc, on a intérêt ici à mettre un stop loss à 30 points, ce qui est assez proche, hein, pour le DAX. Donc, on vérifie sur la période. Voilà, ça c'est la période de test sur laquelle on a déterminé qu'il fallait un stop loss à 30 points. Voilà ce que donnait donc la courbe de gain avec un stop loss à 30 points. Et sur la période non vue, c'est-à-dire la période de vérification, voilà ce que donne un stop loss à 30 points au niveau courbe de gain. Donc on a un petit souci ici, mais globalement, on voit qu'on arrive à gagner quand même assez régulièrement, à peu près de façon équivalente à la période de test, la période vue. Ça c'est vu, c'est là qu'on a fait les tests, ça c'est non vu. C'est ce qu'on vérifie. On vérifie si les tests qu'on a fait précédemment sont corrects pour la période suivante. Et du coup, on regarde notre trade moyen. On voit qu'on arrive sur la première période, la période vue, à un trade moyen de 102 €. Et sur la période non vue, ici, un trade moyen de 114 €. C'est-à-dire que globalement, que ce soit ici ou là, eh bien, on arrive à avoir un trade moyen qui est supérieur à 100 €, ce qu'on cherchait à vérifier et à mettre au point. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a au niveau paramètres pour ce système? On a un stop à 30 points, on a un stop suiveur éloigné, hein, qui suit mais de façon éloignée. On a un time stop, c'est-à-dire qu'on ne reste pas plus de 60 heures sur le marché. On ne rentre pas à l'heure du midi.
On ne rentre pas avant 9 heures, on ne rentre pas la nuit. Finalement, c'est assez peu de paramètres. Hein. Donc, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Et voilà ce que ça donne globalement, cette fois en joignant en fait les deux zones ici de 2015 à 2023. On voit que notre courbe de gain, cette fois, avec l'ajout du stop loss, on a des périodes, vous voyez, on a quelques pertes, mais dès qu'on a des gains, c'est souvent un gros gain qui nous rattrape et on arrive à quelque chose de beaucoup plus régulier, beaucoup moins haché que ce qu'on avait précédemment. Simplement avec ça, un stop fixe, un stop suiveur, un time stop, et on n'entre pas quand il n'y a personne, en gros. Le trade moyen ici est satisfaisant puisqu'il est au-dessus de notre objectif. On est 108 euros. On gagne en moyenne 108 euros donc par trade. Notre profit est très correct, 30 000 euros. Et notre perte cumulée maximum, c'est-à-dire on a perdu au maximum, cette fois est de 2185 euros. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que même avec un petit capital, on peut arriver à s'en sortir. Par petit capital, j'entends un capital de... Normalement, il faut au moins 10 000 euros, soyons clairs, voire 20 000, mais 10 000 euros, disons. 5 000, c'est jouable, bien sûr, mais il y a quand même plus de chances de tomber sur une période perdante pas prévue. Donc, c'est pour ça que je dis 10 000 euros. Donc, voilà, cette perte cumulée maximum, avec ce système, donc, elle est très faible. Et ça, c'est très intéressant quand même. Alors, c'est bien, on l'a vu sur le DAX, mais maintenant, peut-être qu'il faudrait examiner ce qui se passe sur les autres indices en adoptant bien sûr les paramètres en question, mais en gardant exactement les mêmes types de paramètres. Donc sur le Dow Jones, voilà ce que ça donne au niveau de la courbe de gain. La perte cumulée ici est légèrement partie. Le trend moyen est de 200. Et on voit surtout que la courbe ici est beaucoup plus régulière. C'est quelque chose d'intéressant d'utiliser ce type de méthode aussi sur le Dow. Sur le Bund, voilà, donc là, quelque chose de vraiment différent. On arrive, en adaptant, bien sûr, on ne va pas mettre un stop de 30 points sur le Bund qui est à 130. Ce serait complètement stupide. Donc là, on met un stop à 1,5 point, relativement proche, mais si on mettait à 30 points, il serait un peu taouchnock. Et on voit que la courbe de gain ici est très régulière. Alors, il y a des périodes où il y a très peu de trades parce qu'il n'y a pas de sélection à ce niveau-là. On n'a pas tous nos critères réunis. Et puis, mais ça ne baisse pas. Et on arrive ensuite à des périodes de gain, même, je vous rappelle qu'on ne traite que les périodes à l'achat, même quand le marché est en train de descendre. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. La perte cumulée maximum ici sur le Bund est de 3 200 euros, c'est encore supportable. Et le gain moyen, le trade moyen est de 234 euros, ce qui est très très honnête. C'est au-dessus des 100 euros qu'on avait estimé. Là, j'ai fait également la même chose sur le S&P, et la S&P, il s'est passé quelque chose de bizarre. Pendant toute une période, ici ancienne, on ne perdrait pas, mais on gagnait pas. Voilà, il se passait rien pratiquement. Et à partir de fin 2017, c'est parti tout droit. C'est-à-dire que la méthode est extrêmement rentable. Quand il y a eu un petit peu de volatilité, on a même été très rentable. Là, derrière, on a rattrapé, mais vous voyez que c'est très régulier. Donc, c'est quand même assez intéressant de le suivre sur le S&P aussi, bien que ici, la perte cumulée maximum, elle soit de 4 300. Et il faut voir ça par rapport au profit total, qui ici, sur les 8 ans en question, est de 64 000 euros. Alors, si on a, par exemple, un capital de 20 000 euros, ça veut dire que au bout de 8 ans, donc, on a un profit quand même important en pourcentage. On a fait plusieurs fois la culbute. Donc là, je vous ai marqué à la fois le trade moyen qui est intéressant et le profit total qui est intéressant également. Juste avec un contrat mini. Alors bon, on a vu ça sur plusieurs indices comme ça. On a vu ça sur le DAX. Et là, on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait avec le RSI, avec les systèmes qu'on avait montés sur le RSI. Donc, on va mettre tous les systèmes ensemble. C'est-à-dire, on va faire comme si on tradait à la fois le DAX avec le stochastique 14.3, le DAX avec le stochastique 45.14, le Dow, le S&P et même le Bund que j'ai oublié de mettre. Alors, ce ne sera valable que si les périodes de perte de chaque indice sont compensées par les gains des autres indices. Sinon, si toutes les pertes arrivent en même temps et tous les gains en même temps, ce ne sera absolument pas valable. Donc, on voit ce que ça donne une fois qu'on travaille tout ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez que la courbe de gain à ce niveau-là est extrêmement régulière, comporte très peu d'hésitation. Ici, une petite, c'est la plus grosse d'ailleurs. Mais on est très lissé au niveau de la courbe de gain, très régulier. Une période un peu moins bonne ici, mais autrement,
voyez que la pente est à peu près toujours la même. On gagne régulièrement de l'argent à condition de faire, comme la dernière fois, plusieurs systèmes à la fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire plusieurs systèmes à la fois. Et là, mettons que vous partiez à un capital de 50 000 euros. Quand vous arrivez au bout, vous avez un capital de vos 50 000 euros de départ, plus 250 000 euros, de plus de 300 000 euros en fait. Donc, vous voyez, sur 8 ans, ça fait pas mal. Il est toujours intéressant d'utiliser systèmes de trading ensemble, plusieurs systèmes de trading ensemble. Pour résumer, l'utilisation en sortie de niveau, de surachat ou de survente, les stochastiques doivent être utilisés quand même avec quelques stops cohérents, éventuellement d'autres indicateurs, et il faut tenir compte de la configuration des cours. Il faut voir que sous l'unité de temps de 60 minutes, c'est-à-dire les unités de temps 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, le bruit devient trop important par rapport au gain. Donc, ce n'est pas intéressant d'utiliser strictement les stochastiques comme ça. On peut donc obtenir, on l'a vu, des courbes de gain très correctes sur le 60 minutes, notamment avec le stochastique 14.3, mais là, on a un drawdown important, on l'a vu, une période de perte qui est difficile à supporter, ou avec le stochastique 45.14, qui est plus adapté, lui, à indiquer les périodes de hausse et de baisse, qui nous permet d'avoir un système beaucoup plus jouable. Ensuite, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Vous avez vu que répartir les risques en faisant plusieurs supports à la fois, quand on fait du pur automatique, c'est l'un des secrets. Et même à la limite, je dirais, on peut utiliser par exemple tous les systèmes qu'on a vus sur le stochastique, mais ce serait bien de ne pas utiliser que des systèmes basés sur le stochastique. On peut y adjoindre d'autres systèmes basés sur tout à fait autre chose. Ça peut être le RSI, ça peut être la MACD, les systèmes qu'on a vus sur les RSI. Je pense que si on les ajoute au système qu'on vient de voir sur les stochastiques, on obtient quelque chose de encore plus lissé, encore plus intéressant. Et maintenant, on attaque les divergences. Alors maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour l'automatisme. On attaque les divergences. Alors qu'est-ce qu'une divergence? Pour ceux qui ne savent pas exactement, vous voyez, la tendance ici est baissière. On a un bas de marché qui est ici et un bas de marché qui est plus bas ici. Mais l'indicateur stochastique, lui, le bas de marché qui est là, est inférieur au bas de marché qui est là. C'est-à-dire que là, on est dans le sens de la descente, là, on est dans le sens de la montée, un comportement divergent, donc c'est une divergence. Ici, c'est ce qu'on appelle une divergence envers une divergence haussière. Ici, entre ce haut et celui-ci, vous voyez, le deuxième est nettement plus haut, mais au niveau stochastique, on est plus bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière, et en général, ça signale un arrêt provisoire ou un renversement éventuellement de tendance. En tout cas, ça signale qu'on arrive sur une zone qui est une zone de résistance ou une zone de support. Alors, il faut bien comprendre quand même que, et c'est ça très important, si le marché est neutre, c'est-à-dire s'il n'y a pas de tendance, si on est en range, il n'y a pas de possibilité d'utiliser les divergences. Les divergences à ce niveau-là n'ont plus aucun intérêt. Alors j'utilise pour tester, j'utilise l'indicateur de divergence qui est dans les indicateurs Mogalef. Donc ça me permet de faire des vrais tests, pas des tests visuels, des tests faits par la machine. Donc vous voyez, là on a une divergence haussière par exemple, là on a une divergence baissière. À chaque fois, l'indicateur trace automatiquement la divergence et en tient compte. En fait, là il y a deux divergences, il y a une mini divergence là, entre ça et ça, et une divergence plus grosse ici entre ce sommet et celui-là. Là, l'indicateur les reconnaît. Ici, par exemple, par contre, on a une divergence haussière, c'est ce que je viens de vous montrer, et les divergences baissières. Examinons les divergences sur le journalier. Ici, j'ai mis simplement comme signal de sortie le time stop 3. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe simplement au bout de 3 périodes. On a une divergence et au bout de 3 périodes, est-ce que ça s'inverse ou pas? Donc, on va voir si ça s'inverse suffisamment souvent pour qu'on puisse le trader ces divergences sur le journalier. Et on s'aperçoit, vous voyez la courbe de gain, un coup on gagne, un coup on perd, un coup on gagne, un coup on perd. Il n'y a rien de régulier et je vais vous chercher, parce que là je peux pas me permettre de filtrer, il y a trop peu de signaux. Je vais vous chercher, je n'ai pas trouvé quelque chose de correct pour utiliser les divergences sur le journalier. Maintenant, on va essayer les divergences sur le 60 minutes avec le stochastique 14.3. On étudie donc ce qui se passe à la suite d'une divergence. On attend cette fois 3 heures et non plus 3 jours, 3 heures pour voir si on est gagnant ou perdant. Là, on a eu un certain nombre de divergences, on en a eu 661 très exactement, et on voit que les divergences sur le stochastique 14.3, eh bien, quand on sort 3 heures plus tard, eh bien, finalement, on arrive à perdre de l'argent. Donc, les divergences sur le stochastique 14.3,
ne sont pas utiles pour arriver à gagner. On ne peut pas rendre cette courbe de gain baissière, on ne peut pas la rendre haussière, même en y ajoutant des tas de trucs, ou alors en gardant simplement 2-3 traits haussiers. Donc ce serait ridicule. Donc la stochastique 14.3 en 60 minutes, pas terrible. Que ce soit côté achat ou côté vente. J'ai regardé les achats, j'ai regardé les ventes, c'est trop mauvais donc pour qu'on puisse envisager de monter un système de trading. Et maintenant, on va trouver quelque chose d'assez sympa, qui est le réglage qui va bien. Pourquoi le réglage qui va bien? Parce que c'est quelque chose de très adapté, le stochastique 45-14, que vous avez ici en représentation. Donc on rentre sur divergence haussière, et là on fait que le champ des achats. On rentre sur divergence haussière et on sort au bout de 3 bougies, c'est-à-dire au bout de 3 heures. Et que se passe-t-il? Voilà, simplement en sortant au bout de 3 heures, voilà la courbe de gain que nous avons. Une courbe extrêmement régulière, très peu de pertes cumulées. Et donc vraiment une façon d'utiliser les divergences intéressante parce qu'elle est payante globalement au bout de 3 heures. Simplement en attendant 3 heures derrière la divergence. Donc vous voyez, on gagne 65% du temps. On a un trade moyen qui n'est pas extraordinaire ici, puisqu'il est de 78 €, frais compris. Par contre, notre perte cumulée maximum est de 1198 €. Donc notre perte est de 1198 €. Donc vous voyez comme quoi, là, c'est quelque chose à creuser, et à creuser pour vous, même en trading discrétionnaire. C'est-à-dire que quand vous voyez une divergence sur le 60 minutes avec la stochastique 14.3, des divergences haussières, il faut rechercher les points d'entrée haussiers quand on est en intraday. Et ça, c'est une information qui peut être extrêmement importante. D'autre part, si vous voulez faire de l'automatisme, partir des divergences haussières du stochastique 45-14, c'est partir déjà d'une base extrêmement bonne. On arrive à la fin donc de cette conférence. Merci à vous. Je vous souhaite de très bons trades et à bientôt.